Bienvenue dans la rétrospective de la période des questions. Ici, Donna Skelly, présidente de l'Assemblée législative de l'Ontario. Apprêtez-vous à retourner en 1987, année majeure pour la province. C'est la première fois que la médaille de l'Ordre de l'Ontario a été attribuée. Kylie Minogue a lancé son premier single Locomotion et Stephen King a sorti son roman Misery. Voyons qui travaillait en chambre à l'époque. Les répliques s'est écoulée. Nous passons maintenant aux questions orales. Le député de Lincoln. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Je me demande si celui-ci peut nous dire quelles sont les négociations qu'il a entamées avec le Conseil de l'Éducation et de la ministre concernant les programmes d'éducation dans notre système scolaire concernant le sida. L'honorable député saura que cela fait maintenant plus d'un an que je travaille avec mon collègue le ministre du Travail et que nous avons mis sur pied une feuille de données, une feuille spéciale où l'on relate de ces faits et ceci a été distribué au sein du réseau scolaire. Également, d'autres communautés et services communautaires ont accès à ce document pour pouvoir informer le public et je puis indiquer à mon collègue que nous continuons à poursuivre nos efforts afin de pouvoir répondre aux besoins de l'heure supplémentaire qui s'adresse au ministre, Monsieur le Président. Étant donné que la contribution du ministère concernant ce programme est de l'ordre de quelques 200 000 $, alors que le budget est de 10 milliards de dollars, étant donné qu'en Grande-Bretagne, on consacre 40 millions de dollars à l'éducation, publicité, afin de traiter de ce programme très grave qu'est le sida, et étant donné que récemment, le ministre de l'Éducation a indiqué en guise de réponse que les gens devraient être prudents, j'aimerais peut-être suggérer au ministre de l'Éducation qu'il devrait prendre des mesures qui proposeraient une meilleure compréhension du virus afin d'empêcher que ce virus ne se propage. Le ministre, j'aimerais indiquer à mon collègue que ce que nous avons fait jusqu'à présent a été bien accueilli et nous pensons que c'est également très positif comme mesure prise. Certainement, il y a plus à faire. Nous allons bientôt publier nos principes directeurs concernant l'éducation du public en regard du sida, mais j'aimerais également dire à mon collègue qu'un membre de l'opposition, le leader de l'opposition, qui a prononcé un discours récemment à ce sujet, a indiqué que les services au sein du réseau scolaire avaient un rôle important à jouer. Et nous devons être également ouverts à la situation dans chaque communauté. Il est important que nous œuvrons avec d'autres responsables de la communauté scolaire afin de nous assurer que nous pouvons faire tout ce qui est en notre pouvoir de faire. Oui, la députée, le ministre est au courant du fait que le sida devient de plus en plus courant chez les jeunes, surtout des jeunes qui ont eu beaucoup de rapports sexuels et qui essayent beaucoup. Il sait, le ministre, qu'il y a plus d'un an, on devait envoyer des renseignements concernant le programme sur l'éducation sur le sida. On attend toujours cette documentation. Le ministre est prêt à nous dire à quel moment ces documents seront offerts pour donner de l'éducation sur le sida dans les écoles. Le ministre, nous sommes en train de passer en revue ces principes directeurs concernant ce programme afin de tenir compte de cette situation-ci et d'autres situations. Et je crois que d'ici quelque temps, ce programme sera offert. Et certainement, je vais donner l'avis à la députée.
Le député de Lincoln, ma question s'adresse au ministre de la Santé. Le 13 novembre 1986, j'ai indiqué au ministre le fait que la communauté de Elliott Lake n'avait pas de service offert par un anesthésiste. Alors que maintenant, lorsque le problème de transport d'urgence devient un problème très précaire, j'aimerais dire que cette situation est toujours la même. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel moment vous avez l'intention de changer cette situation? Monsieur le Président, le ministre, vous saurez qu'en ce moment, le ministre de la Santé est en train d'œuvrer avec les représentants de la communauté de Elliott Lake afin de pouvoir examiner les CV de tous les candidats qui se présentent. Nous cherchons des personnes qui seraient intéressées à travailler là et pour l'instant, nous faisons tout ce qui nous est possible de faire afin d'offrir ces services à Elliott Lake supplémentaires. Ceci sont les propos d'un porte-parole du gouvernement dont la priorité était l'accessibilité. À Marathon, maintenant, j'aimerais vous relater une histoire. Un pharmacien a décidé de ne plus participer au plan de santé. Or, cette pharmacie a comme client beaucoup de personnes âgées et elles ont maintenant un problème d'accès à ces médicaments. M. Marza a décidé de ne plus participer à ce programme parce que le ministère ne lui remboursait pas adéquatement les demandes qu'il faisait pour des demandes de remboursement. Qu'avez-vous l'intention de faire, le ministre? L'honorable député saura que le ministre de la Santé, en ce moment, est en train d'œuvrer et de faire quelque chose pour les résidents de Marathon. Nous tenons à venir en aide à ces 150 personnes âgées et autres personnes qui vivent de prestations sociales. Nous sommes en train de faire quelque chose pour offrir les médicaments nécessaires, soit par la pharmacie locale, et je crois que cette pharmacie est en train de rejoindre d'autres pharmacies pour s'arranger, pour pouvoir livrer ces médicaments. Mais j'aimerais surtout dire que nous connaissons bien la situation de Marathon et que nous faisons ce que nous pouvons faire afin de venir en aide à ces personnes pour qu'elles puissent obtenir leurs médicaments. Dernière supplémentaire, député Rainy River. En guise de supplémentaire, Monsieur le Président, je ne crois pas qu'il s'agit d'une question que le ministre ne soit au courant ou pas de problèmes des communautés dans le nord de l'Ontario. Par exemple, la communauté de Manukauken, à partir du 1er janvier 1987, n'a ni chirurgien ni anesthésiste. Par conséquent, les mères de petits-enfants ou d'enfants en bas âge qui doivent traiter de certaines opérations, par exemple opérer les amygdales, ne peuvent plus avoir ce genre de service. Lorsque le ministre parle d'être au courant d'une situation, c'est bien beau. Nous sommes tous au courant de la situation. La question de savoir à quel moment est-ce que le ministre va faire quelque chose. Quand est-ce qu'il va s'arranger pour que les médecins nécessaires soient là pour les gens. Le ministre, l'honorable député, a posé cette question au cours de la proposition des prévisions la semaine dernière. Je remercie d'avoir posé cette question, mais il a également parlé de la question de l'accessibilité pour les professionnels. Nous devons tenir compte, par exemple, de la situation qui prévaut en Colombie-Britannique, où il fallait, avant d'obtenir un permis, élire domicile dans une certaine communauté. J'aimerais dire que nous n'avons pas l'intention d'utiliser le système qui est utilisé en Colombie-Britannique, qui est le suivant, c'est-à-dire qu'on doit élire domicile dans un endroit avant d'avoir un permis. Nous sommes en train de mettre sur pied un programme qui, à notre avis, va venir en aide aux communautés plus petites, non urbaines. En ce moment même, nous sommes en train de prendre des dispositions afin d'aider les spécialistes de se rendre dans des communautés éloignées. Et ceci desservira, par exemple, le nord de l'Ontario.
Nous cherchons à accroître les services offerts dans ces communautés, surtout pour ce qui est des spécialistes. Et je sais que les gens du nord de l'Ontario sont fort heureux des modifications qui ont été apportées à leur région. Ceci a contribué au bien-être du nord de cette province et je suis sûre, Monsieur le Président, que l'honorable député aimerait même dire que le fonds pour le nord... Le député n'a pas terminé sa phrase. Nouvelle question. Le député de York Sud. Je vous remercie. J'ai une question qui s'adresse au ministre de la Consommation et du Commerce concernant un sujet qui lui tient très fort à cœur, en l'occurrence l'assurance automobile. Statistique Canada, Monsieur le Président, vient de publier des données nouvelles pour les 3/4 de cette année concernant l'assurance automobile, ce qui montre que pour cette période de temps, les compagnies d'assurance ont pu obtenir en guise de souscription c'est-à-dire la différence entre les paiements versés et les paiements obtenus, qu'ils ont obtenu 497 millions de dollars, et ceci seulement en guise d'assurance automobile. Je me demande si le ministre peut nous indiquer quels sont les points de vue du gouvernement libéral et les siens, et comment il peut expliquer une telle différence entre argent reçu et et fonds versés. Je remercie le député du troisième parti de poser cette question, mais il n'a pas expliqué ces chiffres, et je suis sûre qu'il serait prêt à comprendre que si l'on ne tient pas compte de cette déclaration concernant les profits, en Ontario, les compagnies d'assurance continuent à débourser plus qu'elles ne reçoivent supplémentaires. Monsieur le Président, ce ne sont pas là les renseignements que nous a fournis Statistique Canada. Et les seules statistiques que vous nous avez fournies sont des statistiques qui datent de 1984. Si vous avez des statistiques plus récentes à nous offrir, j'aimerais vous dire que vous ne les avez pas données au cours des 2 dernières années. Mais d'après les renseignements de Statistique Canada, Monsieur le Président, je me demande ce que le ministre peut nous dire concernant les commerciaux spots publicitaires qui ont été proposés récemment. J'ai ici entre les mains la publicité, ou un exemplaire de cette publicité. Il propose des fonds qu'il propose pour l'assurance et ils indiquent que nous voulons savoir que les coûts de l'assurance sont gérés ou sont fonction de votre façon de conduire. Alors, j'aimerais demander au ministre s'il pense s'il s'agit d'une façon équitable et juste. Le ministre, le député saura qu'en Ontario, comme je l'ai indiqué auparavant, et je suis sûre que l'on peut comprendre en examinant les chiffres de Statistique Canada que pour les assurances automobiles au Canada, il y a un solde négatif concernant les profits. Ceci étant dit, vous devez comprendre qu'il y a un direct, même avant que les provinces de l'Ouest n'aient eux aussi participé à l'industrie de l'assurance. En Ontario, les coûts étaient beaucoup plus élevés parce qu'il y avait 2 fois plus de pertes en Ontario que partout ailleurs au Canada. Et ceci n'a rien à voir avec les compagnies, mais plutôt avec le fait que nous avons ici la plus grande concentration de chauffeurs. Au Manitoba, il y a 600 000 chauffeurs pour l'ensemble du Manitoba, alors qu'en Ontario, nous avons 6 millions de conducteurs. Par conséquent, j'aimerais maintenant donner quelques chiffres aux députés. En novembre, le programme du Manitoba concernant l'assurance automobile pensait qu'il allait perdre 4 millions de dollars. En décembre, il pensait perdre 10 millions de dollars. Et à Londres, le ministre a été coupé. À Londres, dernière supplémentaire. Monsieur le Président, je suis fascinée par ce que le ministre a à nous dire. On pourra certainement en discuter à l'extérieur de la Chambre.
Mais j'ai la question suivante à poser au ministre. Ce qui se passe en ce moment, c'est qu'on offre ces publicités et cette publicité a un fondement politique. Et j'aimerais savoir si cette publicité qui a été proposée par ces petits copains dans l'industrie de l'assurance reflète vraiment ce qui se passe au Canada. J'ai une question donc à poser au ministre. Est-il juste de dire nous voulons que vous sachiez que les coûts de l'assurance est fonction du coût de l'assurance qu'on doit vous offrir? Est-ce qu'il est juste qu'il n'y a pas d'autres facteurs qui sont en jeu? Par exemple, le profit. Et pourtant, les compagnies d'assurance sans arrêt demandent des sommes énormes aux conducteurs d'automobiles. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, je n'ai pas du tout l'intention de faire des commentaires sur les avantages de la publicité. Le Parti néo-démocrate a décidé de faire une campagne publicitaire. Personne ne m'a demandé si je trouve qu'il y a du mérite dans une telle campagne. Par conséquent, je voudrais dire, quand il s'agit d'une industrie, il s'agit d'un système de marché libre. Ils ont le droit de communiquer avec le public, que le public le croit ou non. Ça ne concerne que le public lui-même. Nouvelle question, le député de York Sud. C'est bien de voir que nous avons un ministre de la Consommation et du Commerce qui prétend défendre le consommateur. Ma question s'adresse au ministre de l'Environnement. Je me demande s'il peut expliquer ces faits suivants. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'on est à la 11e heure de nos rapports avec l'État de New York et le déversement des produits chimiques par Occidental Petroleum, des informations qui n'ont pas été rendues publiques, qui n'ont pas été communiquées à cette Chambre par le ministre, qui apparemment est partagé avec son collègue à New York, M. Hank Williams. Je me demande si le ministre peut nous expliquer ces événements, alors qu'ici en Ontario, nous ne savons absolument rien en ce qui concerne le taux d'empoisonnement par la dioxine. Pourquoi, dans sa réponse, le ministre n'a pas été si efficace et pourquoi, à la dernière seconde, on n'a aucune garantie qu'on va nettoyer ces endroits qui va assurer la pureté de la rivière Niagara. Je suis heureux que le député de York Sud a soulevé une question aussi importante. Vous savez que depuis que je suis ministre de l'Environnement, une des questions qui a souvent fait l'objet des discussions avec nos voisins aux États-Unis, c'était la question de la rivière Niagara à New York. On m'a souvent critiqué parce que nous n'avions pas d'accord de signer avec les Américains et c'est parce qu'on a dit que j'avais refusé de signer un tel accord parce que je voulais un calendrier spécifique ou bien détaillé pour la réduction des agents contaminants. De plus, j'avais demandé qu'on enlève les sols tout près de la rivière et des représentants de mon ministère ont contacté à plusieurs reprises nos voisins américains pour exprimer nos préoccupations ainsi que nos demandes qu'on nettoie cette région. Nous allons poursuivre cette situation comme nous l'avons fait par le passé et nous attendons qu'à la suite de nos efforts et avec le soutien du député de York Sud et des autres députés. Mais je voudrais assurer le député que dans de nombreuses occasions, au Canada et aux États-Unis, j'ai souvent parlé de cette question. Je crois vraiment qu'on ne peut pas laisser le ministre s'échapper avec une telle réponse. Et on lui a coupé l'herbe sur le pied en ce qui concerne la question de Kimberly Clark. Et maintenant, maintenant qu'il est ministre, il est en mesure de faire quelque chose. Nous avons un ministre qui n'est pas capable d'informer la Chambre à propos de l'empoisonnement des eaux.
Est-ce que le ministre peut expliquer quand les représentants de l'État de New York ont dit que ces déchets ne contaminent pas l'eau de la rivière Niagara et que les égouts de Love Canal ne sont pas aussi dangereux qu'on le pense? Est-ce que le ministre peut expliquer pourquoi il n'a pas fait de déclaration en cette Chambre en ce qui a trait à la contamination et pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait d'autres déclarations à propos des informations qu'il a en sa possession concernant le danger présenté par les poisons qui sont déversés dans la rivière Niagara? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait de déclaration en cette Chambre? Je pourrais lui demander où est-ce qu'il était au cours de ce dernier temps. Le chef du troisième parti, j'ai été présent plus souvent que vous, et plus souvent que votre chef. Le chef du troisième parti, à l'ordre. Est-ce que le ministre veut bien s'asseoir? À l'ordre. Je voudrais rappeler aux députés que les interventions ne sont pas admises. Et si le ministre veut bien le montrer quelqu'un du doigt, et peut-être qu'il devrait s'adresser au président. Eh bien, Monsieur le Président, en passant par vous, à mon collègue de York Sud, qui reste mon ami quand même, évidemment, il a lu un sondage où on disait que les questions de l'environnement sont très importantes. C'est pour ça qu'il a posé une telle question. Et c'est vrai que les questions d'environnement sont importantes. Je suis sûr qu'il est sincère dans ses préoccupations. Mais ce que je voudrais indiquer en réponse à sa question, Monsieur le Président, ce que je voudrais dire, c'est que ma réponse est la même pour ce site ainsi que d'autres endroits partout dans la province de l'Ontario. On nous a critiqué, le député doit le savoir, pour avoir fait preuve pour avoir été trop dogmatique sur cette question, de n'avoir pas critiqué nos amis les Américains. Je suis prêt à recevoir ces critiques, mais en ce qui concerne cet endroit et d'autres endroits, j'ai contacté les autorités américaines leur disant qu'il faut un nettoyage immédiat. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que je vais continuer à le faire. Monsieur le Président, dernière question supplémentaire. Il souffre d'une maladie mystérieuse. Il n'y a personne dans cette Assemblée et personne au sein de notre parti qui pense qu'il a été très sévère. Nous croyons plutôt que c'est tout à fait le contraire. Si le ministre a été si vigoureux dans sa défense, peut-être qu'il peut expliquer pourquoi, quand on a fait des tests, on a trouvé que les égouts étaient contaminés de 150 parties par million de dioxine et les concentrations de chlorabenzine étaient supérieures de 2%, c'est-à-dire 23 parties par milliard. Est-ce qu'il peut nous dire pourquoi le ministère de l'Environnement n'a pas encore rendu public les résultats des analyses qui étaient faites en octobre 1985? Pourquoi est-ce que la Chambre n'a pas reçu une telle information? Pourquoi est-ce qu'il essaie de cacher cette information plutôt que de vous entourer de paroles vides? Pourquoi est-ce que vous ne rendez pas public ces études? Monsieur le Président, je crois avoir dit, et le député de troisième parti le sait, j'ai attiré à l'attention de la Chambre et à l'attention de nos amis américains. J'ai fait des commentaires en public à plusieurs occasions. J'ai été à Niagara Falls, à New York, j'ai été à Buffalo, New York, et j'ai dit la même chose, ainsi qu'à la ville de New York. Par conséquent, les renseignements que nous avons obtenus qui indiquaient qu'il existait un problème à l'autre côté et que la solution n'était pas satisfaisante, c'est pour ça que j'avais contacté M. Hank Williams
Nous avons eu plusieurs réunions avec lui. Nous avons contacté M. Lee Thomas à Washington, ainsi qu'à d'autres officiels. Et nous l'avons fait sur base constante. Et pour le chef du troisième parti de dire que tel n'était pas le cas, eh bien, il se trompe. Je voudrais dire que quand il parle des gens de votre côté de la Chambre qui n'ont jamais dit que le ministre de l'Environnement n'a pas été assez vigoureux, il devrait peut-être vérifier les déclarations qu'il a faites l'année dernière. Nouvelle question, le député de Scarborough Centre. Ma question s'adresse au ministre de l'Éducation. Monsieur le ministre, la profession a toujours essayé d'atteindre des niveaux très élevés dans la province de l'Ontario. Pourquoi est-ce que vous ferez des recommandations aujourd'hui qui menacent la qualité de l'éducation accordée aux étudiants de l'Ontario en permettant à des enseignants d'enseigner des cours pour lesquels ils n'ont pas les compétences? Pouvez-vous expliquer cette déclaration ridicule que vous avez faite ce matin? Je remercie le député pour sa question et je voudrais dire que, nonobstant l'absence du député de York Mills, qui, en tant que ministre de l'Éducation il y a quelques années, avait commencé à revoir et changer les règlements 262, je voudrais que l'honorable député sache que ce qu'on a dit dans la presse ce matin ne représente pas la politique du gouvernement. Cela représente plutôt les efforts pour contacter le monde de l'éducation pour savoir quelle méthode adopter pour remédier à la situation. Et je ne voudrais pas que mon collègue de Burlington ou à Scarborough s'excite davantage quand on parle des règlements qui ont été proposés seulement à des fins de consultation. Et je voudrais le dire aux députés de Mississauga-Sud, cette déclaration ne représente pas la politique du gouvernement. Le ministre parle beaucoup, mais ne dit pas grand-chose. Une des questions, un des problèmes, c'est qu'ils peuvent énoncer les règlements et il est capable de le changer comme bon lui semble. Et il n'a pas besoin de contacter qui que ce soit, ni d'avoir une discussion publique. Monsieur le ministre, on met davantage d'accent sur l'éducation et on veut avoir des enseignants compétents pour aider les jeunes à bien choisir leur carrière dans les matières qui les intéressent. Il apparaît que d'après les recommandations d'aujourd'hui, les mesures que vous avez prises semblent dire, je sais que vous vous intéressez beaucoup à ce que votre enfant choisisse les cours les plus appropriés afin d'obtenir un emploi quand ils auront fini. Mais je ne veux pas je vais maintenant embaucher des enseignants qui ne sont pas compétents pour aider votre enfant à prendre ses décisions. Par conséquent, Monsieur le ministre, est-ce que vous allez dire qu'à la suite de cet article, il va y avoir des enseignants qui ne sont pas compétents, qui vont aider les jeunes à choisir leur programme de cours ou leur carrière? Pendant que j'écoutais l'honorable député et quand j'ai pensé au préambule de sa question, que moi je dis beaucoup, mais je parle beaucoup, mais je ne dis pas grand-chose, je voudrais dire, Monsieur le Président, je dirais aux parents et à d'autres que ce n'est pas la politique du gouvernement. C'est un règlement que nous étudions actuellement qui essaie de donner lieu à une consultation productive qui pourrait mener à un changement de politique gouvernementale. Mais je voudrais dire à l'ancien président de la commission scolaire de Scarborough que
qu'il y a des centaines de lettres qui permettent à des enseignants de donner des cours dans des matières pour lesquelles ils n'ont pas les qualifications nécessaires. Et je voudrais dire, Monsieur le Président, avec le temps, je suis sûr que les consultations vont donner le type de conseil dont a besoin tout le monde. Nouvelle question, le député de Algoma. Monsieur le Président, je me demande si le ministre sait vraiment ce qu'il dit. Est-ce qu'il sait si... ma question parle des services d'anesthésie à Elliott Lake qui ne sont pas disponibles tous les jours de la semaine. Par conséquent, s'il y a un cas d'urgence où les anesthésistes ne sont pas présents, alors il faut transporter les patients à Sault Ste. Marie ou à Sudbury. Le cas échéant, est-ce qu'il peut confirmer que le système mis en place ne traite pas de la question d'assurer qu'il y a des services d'anesthésistes à temps partiel et que le service actuel ne le permet pas? Monsieur le Président, je ne peux pas confirmer ce que l'honorable député dit, seulement parce que je n'ai pas entendu parler de cette déclaration, mais je peux étudier les circonstances afin de voir si le personnel nécessaire est là sur base quotidienne. Je sais qu'il y a des gens qui sont intéressés à établir une pratique à Elliott Lake et le programme continue. On essaie d'obtenir l'équipement nécessaire pour les hôpitaux afin qu'on puisse embaucher quelqu'un à temps plein et d'obtenir le personnel qui a reçu la formation nécessaire pour offrir ces services. Est-ce que le ministre peut dire combien de postes pour des spécialistes ou des médecins généralistes qui font partie du programme dont vous avez parlé? Et compte tenu qu'il s'agit d'un chiffre impressionnant, est-ce qu'il a l'intention de suivre l'exemple donné par la province de Nouveau-Brunswick, qui a un programme qui vise à attirer des étudiants en médecine pour les emplois d'été, afin qu'on puisse établir un rapport avec les communautés et, par conséquent, afin que ces médecins puissent s'intéresser à travailler au sein de ces communautés? Est-ce qu'il peut contacter le ministre de la Formation professionnelle pour établir un tel programme? En ce qui concerne la suggestion faite par l'honorable député pour attirer des étudiants, je dois dire que cette suggestion a été faite par plusieurs de ses collègues. Et l'année dernière, on a fait la même suggestion. C'était le député de Lac-Nipigon qui l'avait fait et quelqu'un d'autre de ses collègues. Je peux dire que je n'ai pas un chiffre exact du nombre de postes qui existent, mais je peux dire qu'il y a certaines personnes des communautés du nord de l'Ontario et certaines autres personnes du sud de l'Ontario qui, vers la fin de l'octobre l'année dernière, on a parlé des gens qui seraient intéressés à s'établir dans le nord de l'Ontario et pratiquer la médecine. Je comprends qu'il va y avoir d'autres décisions qui devront être prises très prochainement par des personnes qui ont reçu le diplôme récemment de certains programmes. Et j'espère que prochainement, nous serons en mesure d'assister la communauté de Elliott Lake afin qu'on puisse leur offrir les services nécessaires. Nouvelle question, le député de Sarnia. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au procureur général et il s'agit de la question de l'aide juridique. Est-ce que le procureur général est au courant du fait qu'en rapport au processus utilisé pour obtenir l'aide juridique, qu'il y a
quelqu'un de son ministère qui dit que le nombre de cas a en fait été réduit. Est-ce que le ministre est au courant? Non, je ne suis pas au courant. Je trouve que c'est difficile de comprendre ce que l'honorable député veut dire parce que, comme il sait, l'aide juridique existe pour le bienfait du public et sous la gestion de la Société du barreau du Haut-Canada dans le cadre d'un système de réglementation adopté par cette société. Étant donné, est-ce que le procureur général est au courant que c'est son ministère qui finance l'aide juridique? Et si jamais il y a des réductions budgétaires, eh bien, ce financement aussi sera réduit. Et maintenant, il y a des processus qu'on utilise pour l'approbation des cas qui vont recevoir cette aide. Et en fait, le nombre de cas a diminué. Par conséquent, notre ministère va payer pour moins de cas. Par conséquent, le nombre de cas a un effet direct sur son ministère. Je me demande s'il sait au moins ce qui se passe. Comme je l'ai dit plus tôt, comme l'honorable député le sait, la demande de fonds provient d'un certificat de la communauté de l'aide juridique de la Société du barreau du Haut-Canada qui, en fait, doivent décider du montant de cas qu'ils veulent traiter. Et ils reçoivent par la suite un chèque du trésorier. C'est à eux de décider quels services seront accordés et quels cas vont recevoir l'aide juridique. Nouvelle question, le député de Hamilton-West. Monsieur le Président, j'aimerais revenir sur la question de la déréglementation, comme soulevée par le ministre de l'Éducation. Dans sa réplique au député de Scarborough Centre, il a indiqué qu'il ne s'agit pas d'une question de politique municipale. Quoi qu'il en soit, il reste que c'est un problème important. On a indiqué que l'ancienne politique conservatrice nuisait aux conseils municipaux et autres. Est-ce qu'il peut nous dire qu'est-ce qu'il a l'intention de faire concernant la déréglementation des qualifications requises pour les enseignements? Qu'est-ce qu'il peut faire? Et est-ce qu'il ne peut pas bel et bien nous expliquer que, dans le fond, si on déréglementait, ceci nuirait à la qualité de l'éducation offerte? J'aimerais chercher à expliquer le processus à mes chers collègues d'en face. Moi, je comprends très bien ce qui se passe. C'est très clair. Et après la fin de semaine, j'ai même une très bonne perspective sur ce que sera l'avenir. Réplique. J'essaie, Monsieur le Président, je fais de mon mieux. Monsieur le Président, j'aimerais, en m'adressant à vous, mais indiquer ceci à mon collègue, que nous, au ministère de l'Éducation, nous rendons compte qu'il existe toute une panoplie de règlements qui découlent de la loi sur l'éducation et ceci devrait veiller au caractère actuel de nos besoins. Nous avons proposé une première ébauche d'une loi qui touche toute une gamme de questions et cette première ébauche doit faire l'objet d'une consultation ainsi que susciter des répliques. Entre autres, nous traitons de la compétence des enseignants. Et j'aimerais dire qu'il ne s'agit pas ici de la politique du gouvernement. Nous ne fonctionnons pas comme l'ancien gouvernement. Au contraire, nous allons de l'avant. Nous cherchons à susciter des répliques. Nous allons tenter de faire des consultations et nous allons pouvoir agir en conséquence. Supplémentaire. Monsieur le Président, c'est fort étonnant ce qu'on dit là. Est-ce que le ministre nous dit qu'il est prêt à entamer tout un processus alors que ceci ne sert à rien? C'est votre question? Non, je termine ma question, Monsieur le Président. Est-ce que ce qu'il nous dit, c'est qu'il va examiner cette proposition et que, dans le fond, ceci permettra
à des enseignants non compétents d'offrir des cours, que ce soit dans le domaine de, par exemple, français ou anglais langue de seconde, ou encore questions d'économique, pour n'en citer que quelques-uns. Si c'est le cas, et cela semble être, pourquoi est-ce qu'il agit de la sorte? Si on ne veut pas examiner la situation plus en profondeur, je ne comprends pas pourquoi on agit de la sorte. Le ministre, Monsieur le Président, par votre intermédiaire à mon collègue, j'aimerais dire à mon collègue de Hamilton West que moi, à l'encontre du représentant typique du troisième parti, je n'ai certainement pas l'intention d'agir de la sorte et surtout pas d'agir sans but précis. Nouvelle question, le député de Simcoe Centre. Merci, Monsieur le Président. À l'ordre. Monsieur le Président, j'ai une question qui s'adresse au ministre de la Santé. Monsieur le ministre, en avril 1986, le Conseil de santé de Simcoe County a formulé des recommandations, entre autres qu'on devait obtenir des fonds pour pouvoir construire. En novembre l'année dernière, un conseil expert a relevé des problèmes très graves, entre autres qu'à l'hôpital, il manquait de lits, que c'était une vieille bâtisse, etc. Par conséquent, ils ont affecté des fonds. Est-ce que le ministre peut m'indiquer quels seront les fonds octroyés pour l'exercice financier 87-88? Ou est-ce qu'il a l'intention de continuer à traiter les citoyens de Simcoe County comme étant des citoyens de second ordre concernant les soins en santé? Le ministre, je dois indiquer que nous, au sein de notre parti, avons certaines réserves concernant l'attitude de l'ancien gouvernement à cet égard. Déjà plusieurs fois, cette question a été soulevée et c'est ce même député qui a posé cette question plusieurs fois, à plusieurs reprises. Il a été fort patient face à notre planification des choses. Nous devons tenir compte de la réalité et des besoins réalistes de la communauté. Je puis indiquer à l'honorable député, Monsieur le Président, qu'à l'encontre d'anciens ministres de la Santé de cette province, que donc je ne vais pas déclarer, comme on a entendu en 1979, qu'il y aura un hôpital, ou même en 1983, qu'une certaine personne a été à Barrie et s'est arrêtée à la station de radio locale et a indiqué « Oui, nous allons construire telle et telle chose » sans tenir compte des besoins de la région. Nous allons planifier correctement et offrir par la suite les services qui correspondent aux besoins de la communauté intéressée. Nous allons offrir la même qualité de services partout en Ontario, que ce soit Elliott Lake, Atikolan, St. Catharines ou ailleurs. Nous allons toujours offrir des services de première qualité à tous les citoyens de l'Ontario. Supplémentaire, le député. Oui. Étant donné que le ministre a nettement l'intention de nous en mettre plein la vue, on peut voir que c'est là son dévouement. Quoi qu'il en soit, nous devons mettre sur pied un centre de détoxication dans la région. Ceci permettra à beaucoup de personnes de perdre l'habitude, mais ceci suppose également des soins à long terme. Si le ministre ne veut pas aider à offrir les fonds pour pouvoir obtenir un nouvel hôpital, pourquoi est-ce que le ministre ne trouve pas les fonds pour pouvoir mettre sur pied un centre de désintoxication? Le député doit se rendre compte de quels sont les besoins dans la région. Nous avons besoin de planifier, savoir quelles sont les priorités. Monsieur le Président, nous certainement voulons offrir des services améliorés. Il se peut que votre centre ne faisait pas partie des programmes qui ont obtenu des fonds cette année, mais ceci ne veut pas pour autant dire que nous devons tenir compte du travail fort valable qui a été effectué par des bénévoles de la communauté ou par des gens de la communauté. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de possibilités, d'options qui sont offertes à l'échelle de la province et même du pays et même au niveau de la communauté. Nous devons chercher à puiser dans toutes ces ressources afin de pouvoir offrir des services. Parfois, nous devons
nous devons nous contenter d'offrir des services dans les régions où ces services étaient offerts. Nouvelle question, le député de Welland Thorold. Monsieur le Président, j'ai une question qui s'adresse au ministre des institutions financières. J'aimerais en revenir à la réponse qu'il a fournie mercredi dernier lorsqu'il essayait de discréditer une association ou une institution financière au Manitoba. Il s'agit d'une lettre qui a été envoyée au Manitoba. À la page 2, on indique les profits et ceci a été indiqué pour chaque année. On indique maintenant que les profits sont de 54 millions et conduits cette année et qu'on a 120 millions de mis de côté. Et j'aimerais maintenant vous indiquer exactement ce que le ministre mercredi a indiqué lorsqu'il a expliqué ces 10 millions de dollars au Manitoba l'année dernière, alors que nous, ce serait 100 millions de dollars si on avait le même système en Ontario. N'est-il pas vrai que si l'Ontario a le même système que le Manitoba, pour le même nombre d'années, les gens de l'Ontario auraient un surplus net de 540 millions de dollars et des réserves de 3,2 milliards de dollars. Le ministre, je suis heureux que le ministre ait posé cette question. Le député, de Welland ait posé cette question parce que ceci me permet de reformuler une réponse. Le lundi, en janvier, le Winnipeg Free Press a indiqué « mauvaise nouvelle pour les conducteurs ». Et ceci dans un éditorial. Il s'agit de l'argent qui a été perdu en raison du pacte de l'automobile au Manitoba. On indique que non seulement il manque 17 millions de dollars après l'investissement, après les pertes, ils pensent qu'ils vont leur manquer 17 millions de dollars cette année. Ils indiquent également qu'il y aura une perte d'au moins 17 millions de dollars pour l'année prochaine. Maintenant, monsieur le député, si vous allez dire, qu'est-ce qui serait passé si on avait réagi de la sorte autrefois? Or, ce que vous proposez, c'est que nous, le gouvernement, devrions participer à l'industrie de l'assurance. Moi, je vous dis, avant de nous engager dans une telle voie et avant d'obliger les Ontariens d'assumer des coûts d'après ces effectifs de 170 millions de dollars, je tiens à leur dire, parents, je tiens à leur dire que nous allons examiner la situation. Si ceci nous semble logique, nous allons l'envisager. Mais nous n'allons certainement pas adopter une telle méthode, tout simplement parce que c'est celle que vous suggérez. Supplémentaire. Je pensais que c'était au député de Port Arthur. Non, le député de Welland Thorold, supplémentaire. Monsieur le Président, c'est bien que de voir que le ministre ne peut nier l'exactitude de ce chiffre de 54 millions de dollars en profit et de 321 millions de dollars de réserve. Maintenant, j'aimerais parler des taux moins rentables de profit si l'on compare le programme de l'Ontario et celui du Manitoba. Parce que on devrait tenir compte du potentiel d'investissement. Est-ce qu'on sait que des 121 millions de dollars, 121 millions de dollars, 121 millions ont été investis et 35 millions ont été effectués pour des biens en immobilisation, 49 millions ailleurs et 172 millions dans un autre domaine encore. Ne pensez-vous pas, Monsieur le ministre, qu'il serait bénéfique d'avoir ces 3,21 milliards de dollars et qu'on pourrait les investir dans des projets ici? Ne pensez-vous pas que cela serait préférable à ce que le public n'ait pas un seul sou à mettre ailleurs? Monsieur le Président, le député de Welland Thorold a indiqué que je ne contestais pas les chiffres. En fait, je le fais. Les réserves en ce moment au Manitoba s'élèvent à 60 millions de dollars. Nous nous trouvons face à une situation où nous parlons de ce qui se passe à l'heure actuelle.
vous prônez une situation où on devrait s'engager dans cette industrie en ce moment. Or, au Manitoba, on voit que dans le fond, ceci coûte très cher à la population. Et avant que nous, en tant que gouvernement, n'imposons aux Ontariens ce genre d'hémorragie financière, nous allons examiner la situation. À Londres. À Londres. Nouvelle question, le député de Wellington-Dufferin-Peel. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires culturelles et sociales. Est-ce que le ministre pourrait expliquer pourquoi, lorsqu'il a promis le 17 décembre qu'il serait prêt à rencontrer les avocats qui représentent Charleston Residential School à Carleton, le représentant ainsi que le directeur du centre d'enfants pour Peel a maintenant changé d'avis et n'a pas l'intention de le faire? Monsieur le Président, d'après ce que j'avais compris, c'était une autre situation, un autre scénario qui se proposait. Je suis prêt à passer ceci en revue de nouveau avec mon collègue. Premièrement, je lui ai indiqué non seulement à lui, mais également aux parents que j'allais voir à ce que chaque parent, à titre individuel, puisse rencontrer des représentants de Peel Children's Services ainsi que des représentants de mon ministère afin de discuter du caractère efficace ou non de ce programme pour leur enfant. Ensuite, la deuxième chose sur laquelle nous étions mis d'accord, c'est que la situation juridique en cours qui existe entre Charlestown et Peel concernant cette propriété, s'il s'agissait d'un achat ou d'une location, était bel et bien une question juridique et que moi, je pouvais assurer que nos autorités ou conseillers juridiques pourraient tirer au clair quelle est la situation. Par conséquent, Monsieur le Président, je puis comprendre que, étant donné que les Gumsters n'ont plus rien à faire avec ce programme, qu'il n'y a plus de raison valable pour moi de les rencontrer. Je ne me souviens pas d'avoir fait une telle promesse, mais je puis certainement en discuter avec mon honorable collègue. Monsieur le Président, au cours de notre conversation, Monsieur le ministre, j'ai suggéré que vous rencontriez le président du Conseil ainsi que l'avocat qui représente le Conseil, non seulement Monsieur Dumster. Il y a un problème d'interprétation juridique ou légale, mais également un autre problème concernant les enfants. Et, Monsieur le ministre, je trouve que vous faites preuve de négligence si vous n'avez pas l'intention de traiter de cette situation très précaire. Monsieur le Président, je suis tout à fait prêt à vérifier avec les représentants de mon ministère afin de voir quelle est la situation, qu'est-ce qu'il en est en ce moment. S'il semble qu'il n'y a pas de discussion du tout de pourparlers, eh bien, je pourrais voir quelle serait la meilleure façon de procéder. Mais au cours de discussions récentes avec des parents, j'ai indiqué que j'étais moins préoccupée, non pas du tout préoccupée, mais le caractère juridique de la dite propriété me préoccupait moins que les besoins immédiats des enfants. Par conséquent, j'allais consacrer mon temps, mes énergies vers le besoin des enfants et des parents, de s'assurer que les enfants aient des programmes qui correspondent à leurs besoins. Les questions juridiques m'intéressent beaucoup moins. Je crois que c'est là l'ordre des priorités. Nouvelle question, le député d'Etobicoke. J'ai une question qui s'adresse au ministre des Affaires commerciales, du Commerce et de la Consommation concernant sa réponse abominable concernant son rapport sur l'Ombudsman. Il s'agit ici d'une des plus grandes fraudes qu'on ait vues en Ontario. Ce rapport montre clairement que ce que le gouvernement a fait n'était pas du tout raisonnable. Et la plupart des personnes qui ont perdu leur argent avaient plus de 60 ans. Beaucoup ont été obligés de travailler de nouveau alors qu'ils venaient juste de prendre la retraite. Beaucoup ont dû également déménager chez leurs enfants. Beaucoup vont dû gruger dans leur économie de toute une vie. Pourquoi alors est-ce que le ministre refuse d'examiner cette situation concernant le rapport de l'Ombudsman de l'Ontario? Le ministre, je suis d'accord avec le député qu'il s'agit du prix les plus grandes en Ontario. Mais
Je ne suis pas d'accord avec la question de réglementation. Le ombudsman ne pouvait pas indiquer quels étaient les problèmes, mettre le doigt dessus. Il semblerait qu'il y avait une perte de 50%, à savoir ce que cela veut dire, et que ceci allait continuer pendant un certain nombre d'années. Nous ne pouvons pas trouver de ce genre de problème et nous allons voir s'il y a lieu ou pas d'octroyer des fonds. C'est une question très précaire et il nous faudrait mettre en vigueur une certaine norme d'après les attentes. Et je crois qu'en tant que ministre responsable à la population de l'Ontario, il m'incombe de m'assurer que les fonds que nous allons obtenir de la part des Ontarios sont bien utilisés, bien gérés. Et c'est pourquoi j'ai refusé ou réfuté la demande de l'Ombudsman. Il y a une question qui provient, par exemple, de la tentative évidente du ministre de dire que c'était la faute aux investisseurs et que les acheteurs devraient se méfier. Est-ce que le ministre ne comprend pas que l'Ombudsman a déclaré dans son rapport que le registraire des courtiers n'a pas rempli ses fonctions comme il le fallait et qu'il n'avait pas communiqué, que ces gens ne devraient pas vendre ses actions et que la Société des valeurs mobilières n'avait pas contacté les gens et si c'était le cas, l'échec n'aurait pas eu lieu. Je vais parler de ce qui est expliqué dans un document de recherche du Parti libéral. On a dit qu'une des raisons du fiasco Argosy, c'était un manque de communication. C'est vraiment honteux que les conservateurs utilisent cette question pour manipuler le public et divulguer des fausses informations. Comment expliquez-vous cette déclaration? Monsieur le Président, je suis sûr que les députés de la Chambre vont comprendre que je me trouve dans une situation assez unique, que j'ai l'occasion d'étudier la situation et dire que c'est l'ancien gouvernement qui était responsable. Nous allons trouver quelle était la responsabilité. Ça aurait été la chose la plus facile à faire. Même si on laisse ceci de côté, j'ai dû étudier la situation, j'ai dû obtenir des opinions indépendantes, et j'ai dû consulter, j'ai dû tenir compte de l'intérêt de toute la population de l'Ontario et ensuite déclarer que nous ne sommes pas prêts à accorder des compensations à ces personnes. Nouvelle question, le député de Carleton-Granville. Ma question s'adresse au solliciteur général. Quand allez-vous prendre des mesures concernant les chasses par la police en Ontario? Monsieur le Président, d'après les chiffres que nous avons pour la semaine dernière, vous allez trouver la réponse à ces questions. Mais en fait, demain, vous allez voir les documents du cabinet concernant les poursuites effectuées par la police et les règlements ont été changés à plusieurs reprises et je vais recevoir la version finale demain. Monsieur le ministre, études, c'est tout ce que vous avez dit depuis quelque temps. Il y a environ 150 forces policières dans l'Ontario et il y a environ 150 politiques pour des poursuites policières en Ontario. Il y a 2 ans, un comité spécial vous avez présenté un rapport sur les poursuites policières. Depuis que vous êtes solliciteur général, c'est-à-dire environ 18 mois, vous n'avez rien fait. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas adopter une ou deux des 31 recommandations? Et le cas échéant, faites-le maintenant. J'ai étudié ces recommandations et je suis en train de déterminer quelle politique adopter concernant la poursuite par la police. Nous avons consulté de nombreux responsables, l'association des policiers de l'Ontario, les chefs de police, des membres de l'association des municipalités et nous avons
l'intention d'établir des lignes de conduite qui seront acceptées par le public et qui seront acceptables. Nouvelle question, le député d'Ottawa-Centre. Merci, Monsieur le ministre. Ma question s'adresse au ministre des Affaires communautaires et sociales. Je me demande si le ministre peut nous dire, à la suite d'un rapport rendu public par la Coalition des garderies et qui parle de la qualité des garderies au Canada, et d'un sondage par les inspecteurs qui ont indiqué que 25 des garderies commerciales offraient des programmes qui étaient mauvais ou très mauvais. Comment peut-il justifier l'intention d'accorder de financement des fonds publics à ces garderies commerciales en Ontario? Monsieur le Président, j'ai eu l'occasion de rencontrer cette coalition mardi matin avant qu'ils rendent le rapport public. Et à ce moment, on m'a indiqué qu'ils allaient dire que 38 de la croissance dans le système était dans le domaine commercial. Je leur ai dit que les chiffres étaient erronés et ils l'ont fait quand même. En fait, le chiffre représentant la croissance dans le secteur non commercial était de 7 et 4 dans le secteur commercial. Le deuxième point qu'ils ont soulevé, bon, c'est ça les chiffres réels, le deuxième point qu'ils ont soulevé, que la députée a soulevé, concerne le pourcentage. Ce qu'ils ont oublié d'indiquer, c'est que dans ce rapport, on dit clairement qu'alors qu'il y a davantage de problèmes dans le secteur commercial, la raison principale, c'est qu'ils ont moins de ressources et qu'ils n'ont pas l'intention d'abandonner ces garderies, mais qu'ils veulent améliorer les ressources qui sont disponibles à ces garderies. Le temps accordé aux questions orales a expiré.